Sud Radio présidentielle 2022. La vérité en face. La vérité en face, comment l'abstention est-elle devenue le premier parti des jeunes? Pour en parler ce matin, Monique Dagneau est avec nous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ancien membre du CSA, sociologue pour le CNRS, l'EHESS et spécialiste des mondes numériques et de la culture des jeunes. Avec ce livre, nous vous avions déjà reçu l'année dernière pour ce livre que vous avez coécrit avec Jean-Laurent Casselli, Génération surdiplômée, les 20% qui transforment la France, aux éditions Odile Jacob. Autre deuxième invité en duplex. Vincent Tibéri est avec nous, un sociologue, professeur d'université à Sciences Po Bordeaux et co-directeur de l'ouvrage collectif Extinction de vote aux éditions PUF. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Oui. Comment expliquez-vous, puisque vous êtes en duplex, allez, on vous donne l'honneur un petit peu, on démarre avec vous. Comment vous expliquez, vous, cette abstention des jeunes aussi forte le week-end dernier ? Alors d'abord, oui, elle est forte, mais elle aurait pu être encore plus forte. Il faut se souvenir qu'en juin 2021, on était à plus de 80% d'abstention dans ces tranches. Donc on peut même se dire que malgré une campagne qui clairement n'était pas axée sur leurs enjeux, malgré une campagne très courte, des candidats qui ont du mal à démarrer, etc., on peut même s'étonner finalement qu'il y ait eu autant de jeunes qui se soient déplacés. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Après, effectivement, ceux qui sont restés doivent nous interroger, parce que ce ne sont pas n'importe quels jeunes. Et c'est vraisemblablement les jeunes les plus en difficulté, les plus en galère. Oui, les plus en galère qui finalement n'accrochent pas et se disent quoi qu'il advienne, ça ne changera rien pour nous, on n'est pas complètement impliqués, en quelque sorte, Vincent Tibéri, c'est ça. Alors, c'est effectivement possible. Alors après, ça nous raconte aussi quelque chose qui dépasse les jeunes. Oui. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, il fut un temps, c'est des jeunes qu'on peut retrouver dans les emplois précaires, qu'on peut retrouver dans les emplois d'intérimaires, dans les emplois peu diplômés. Et donc, c'est aussi des jeunes qui ne bénéficient plus de ce qui se passait dans les années 60-70, c'est-à-dire des collectifs de travail, des syndicats qui leur permettaient de comprendre des choses, de s'impliquer en politique. Donc, il y a aussi un problème d'inégalité sociale flagrante de ce point de vue. Oui, ça c'est vrai. Et puis une autre génération, peut-être plus diplômée, Monique Dagneau, que vous aviez en fait étudiée, qui elle a été mobilisée quand même par cette campagne, quoi. Mais d'abord, globalement, les jeunes ont plutôt plus voté que ce à quoi on pouvait s'attendre, puisque le taux d'abstention est de 26 et les 18-24 ans, c'est plus de le taux d'abstention est de 24. Donc ils ont quand même voté. Et une des raisons, enfin pas tous... Attendez, moi j'ai un chiffre qui montre que c'est 40% des moins de 34 ans qui se sont abstenus. Allez, si vous prenez les moins de 34 ans, mais je parlais des 18-24, et moi je pense qu'ils ont... Alors, les chiffres... Les 18-24, c'est 41% d'abstention. Qui n'ont pas voté. Qui n'ont pas voté. Écoutez, c'est pas les chiffres que j'avais vus, mais on va en discuter. Alors déjà, c'est pas très nouveau, en général... Alors ça fait 6 sur 10 qui ont voté quand même, comme dit Vincent Tibéri. C'est pas si... catastrophique que ce à quoi on pouvait s'attendre déjà. Et d'autre part, ils ont voté aussi avec de façon très radicale. C'est plutôt ça qu'il faut regarder. Et donc, parce qu'on rappelle les chiffres pour les auditeurs qui arrivent. Donc, 40% se sont abstenus des 18-34 ans, globalement. C'est à peu près ce chiffre. Et après, pour ceux qui ont voté, c'est vrai que c'est un peu le vote contestataire, je vais appeler ça comme ça, avec Jean-Luc Mélenchon qui arrive en tête chez les 18-34 ans. Alors que la dernière fois, il y avait Marine Le Pen qui s'imposait dans une des catégories, parce qu'on scinde en deux, 18-25, 25-34. Là, c'est Jean-Luc Mélenchon, suivi de Marine Le Pen. C'est du vote contestataire, quoi. Absolument, mais je vous signale que il y a 5 ans, c'était déjà la même chose. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen arrivaient en tête du vote des jeunes. Et Macron était finalement 3e. Alors ensuite, vous avez raison. Il y a une très grande différence entre les jeunes. C'est hyper connu, on en parle tout le temps. Il y a une partie des jeunes qui sont dans une sorte de désaffiliation vis-à-vis de la politique. On n'est plus dans le vote de devoir, en tout cas.
Alors, déjà, pour la plupart des gens, le vote, y compris pour les moins jeunes, c'est d'abord plutôt une option, un choix. Un choix et pas un devoir. Traditionnellement, c'est un devoir. Aujourd'hui, c'est plutôt vu sous l'angle du choix. Et on peut ne pas aller voter est un choix aussi significatif. Bon, y compris pour même des moins jeunes. Ensuite, votre question, c'était... Non, c'était savoir si les jeunes étaient plus du tout finalement dans le vote du devoir. Non. Et puis alors, il y a l'autre citoyen. Oui, absolument. Et il y a une autre chose qui est importante, c'est qu'en général, il se détermine dans les derniers jours, sinon le dernier jour. C'est aussi cette caractéristique du vote des jeunes aujourd'hui. Donc c'est le j'y vais, j'y vais pas. J'y vais pas. Je m'interroge et surtout le choix du candidat. C'est pas uniquement d'aller voter, c'est aussi pour qui va-t-on voter. Vincent Tibéri, sur le devoir citoyen, je disais, alors bon, ça peut choquer ou pas, hein, bien sûr, mais en l'occurrence, c'est vrai que c'est pris comme une option, comme le disait Monique Dagneau, alors que c'est quelque chose qu'on nous offre, qui est assez exceptionnel, la démocratie, quoi. Et malgré ça, ça reste, comme une option, quoi. Alors, je pense d'abord, c'est pas une histoire. Désormais, c'est plus une histoire de jeunesse. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est que par rapport au vote et au mieux intermittent, et ça touche désormais des générations de quarantenaires, voire de quinquagénaires. Alors, on est un peu jeune dans notre tête, mais pas à ce point, quoi. Enfin, il y a un moment, on n'est plus vraiment tant jeune que ça. Donc, ça veut dire effectivement que le vote n'est plus qu'une des manières de participer parmi d'autres. Il a perdu de sa centralité. Et puis, vraisemblablement, quand on y réfléchit, quand on est notamment jeune et qu'on a plein de moyens d'action à sa disposition, mais est-ce que c'est le meilleur moyen de s'exprimer, le vote, aujourd'hui ? En gros, pour beaucoup, il vaut mieux participer à des manifestations, il vaut mieux être un militant dans une assoce, il vaut mieux s'occuper de la communauté autour de soi, etc. Et là, on a l'impression d'être beaucoup plus efficace, quelque part. D'avoir du résultat. Et c'est pas que le vote en tant que tel soit un problème, c'est que aussi en France, le vote est systématiquement converti en soutien à des élus. En fait, on est dans une démocratie, effectivement, mais dans une démocratie représentative, et vous voyez bien que c'est l'adjectif qui compte plus que le nom, quelque part. C'est représentatif avant d'être démocratique. Et donc, quelque part, si on faisait peut-être plus de référendums, si on associait le vote à des choix et pas simplement à un soutien pour un candidat ou pour un autre, ça serait probablement différent. Il faut bien voir qu'un des soucis aujourd'hui, notamment face à ce second tour, c'est est-ce que mon vote va être considéré comme un soutien pour un candidat ou pour un autre ? Si je vote pas, est-ce que ça va permettre à d'autres candidats de l'emporter ? Alors même que le fait de ne pas voter, le fait de voter blanc, c'est quand même quelque chose de très très important, de très très lourd comme choix. Hein. Mais ça veut dire qu'il y a une crise de la représentativité, et que finalement, ils ne se retrouvent plus dans l'offre politique. Monique Dagneau, Monique Dagneau. Alors, sur ce sujet. Oui, il y a une crise de la représentativité, c'est-à-dire ils ne pensent pas que ce soit si important, c'est-à-dire ils ne pensent pas que ça va vraiment impacter leur vie, et ils ne pensent pas que, d'abord, souvent, surtout pour les 18-24 ans, ils pensent qu'ils n'ont pas les clés. Les partis, c'est assez nébuleux pour eux, et du coup, ça ne s'impose pas d'aller voter. Simplement, ce que je voulais faire la différence entre ceux sur lesquels j'ai effectivement publié un livre l'année dernière. Qui était génération surdiplômée. Surdiplômée, absolument. Les jeunes désaffiliés de la politique, soit ils votent pas, soit ils votent plutôt pour le parti de Marine Le Pen. Mais je dois dire aussi que le vote Mélenchon, c'est un vote très composite, et les surdiplômés, ils ont voté aussi beaucoup pour Jean-Luc Mélenchon. Comme d'ailleurs c'était le cas il y a quelques années, il y a 5 ans, ils avaient quand même plus voté, enfin ils se partageaient entre un vote Mélenchon et un vote pour Emmanuel Macron. Sans caricaturer, Vincent Tibéri, d'ailleurs, petite parenthèse sur ce que dit à l'instant Monique Dagneau, on dit que par exemple dans certaines écoles, dans certaines universités, à Sciences Po ou autres, par exemple, il y avait de tradition, on votait chez les jeunes quand même en fait à gauche, mais on allait plutôt vers un parti socialiste. Et aujourd'hui, on s'est déporté vers un vote qui est plus radical, entre guillemets, qui est celui de Jean-Luc Mélenchon. Comment vous l'expliquez ça ? Est-ce vrai et comment on l'explique ? Alors, quand on regarde effectivement la géographie du vote Jean-Luc Mélenchon, c'est assez frappant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a aussi réussi à réunir dans le même vote les quartiers de centre-ville, que certains qualifient de bobos, et les quartiers populaires. Il faut voir le 9-3, le 9-4, à Bordeaux, Lormont. En gros,
toute la France dite des quartiers, des cités, qui étaient considérées comme hors du vote. Donc il s'est passé effectivement quelque chose. À ceci près que le vote Mélenchon, c'est effectivement un vote composite. C'est-à-dire qu'il y a à la fois du vote d'adhésion et du vote utile. Effectivement, beaucoup auraient très bien pu aller vers un Yannick Jadot, si jamais il avait été plus haut, si jamais il avait fait une campagne différente. La force de Mélenchon, quelque part, c'est d'avoir bénéficié d'un vote utile et puis d'avoir marché. En gros, j'ai dit ça, c'est une gauche à trois jambes. Une jambe environnementale, une jambe culturelle, une jambe sociale. Et du coup, il a réussi à synthétiser des courants de gauche qui avant avaient du mal à se parler, à se rassembler. Il va même au-delà. C'est ce qu'on va voir dans un instant. On va continuer en fait avec vous. Et vous allez, on répondra notamment aussi à cette question parce que c'est vrai, vous avez dit synthétiser les votes de gauche, mais pas seulement, parce que où est la gauche, où est la droite aujourd'hui, il y a beaucoup de questions à se poser à ce sujet. Mais quand on voit énormément de jeunes qui ont entre 20 et 25 ans, qui hésitaient avant ce premier tour à voter soit Mélenchon, soit Marine Le Pen, et qui vous le disent en fait très ouvertement, où est le trait commun? On va essayer de voir ça, et puis d'une façon plus générale, on reviendra sur ce vote de la jeunesse et ce que ça indique. Et vos appels 826 300 300 tout de suite. Sud Radio présidentielle 2022. La vérité en face. Et on va revenir sur l'abstention qui devient le premier parti d'une jeune génération avec Monique Dagneau qui est avec nous, ancien membre du CSA, sociologue pour le CNRS. Et avec ce livre aussi, Patrick, que vous pouvez citer. Oui, encore. Génération surdiplômée. Et puis on va citer aussi... le livre Extinction de vote de Vincent Tibéry aux éditions PUF, qui était sociologue et président de l'université à Sciences Po Bordeaux. Oui, et je le disais, comment effectivement on peut avoir 20 ans aujourd'hui et hésiter entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, par exemple, Vincent Tibéry? D'abord parce que le Rassemblement national a bougé, notamment sur les questions sociales. Sur l'environnement, c'est autre chose, mais sur les questions sociales, très clairement, Marine Le Pen a travaillé la question du pouvoir d'achat, parle de la fonction publique. D'ailleurs, ça s'est vu dans son discours de dimanche dernier. Autrement dit, elle a désormais un discours sur les inégalités sociales que son père avait beaucoup plus de mal à tenir. Il faut contraster le père et la fille de ce point de vue-là. Ensuite, effectivement, il y a cette idée qui a pu être entendue chez certains électeurs que Marine Le Pen, elle était moins raciste qu'Éric Zemmour. Les choses sont peut-être un peu plus compliquées quand même quand on y réfléchit. Mais du coup, Marine Le Pen, elle parle à des jeunes qui sont à la fois dans une crainte culturelle, c'est-à-dire le monde qui bouge autour d'eux ne leur convient pas forcément, mais aussi dans une crainte sociale. Et donc derrière, c'est aussi la crainte du chômage, c'est la crainte de la précarité, c'est la crainte aussi des budgets contraints de cette classe moyenne inférieure qui a notamment vu émerger les gilets jaunes. Mais leurs enfants, leurs jeunes sont aussi dans ces questions-là. Est-ce qu'ils réussiront à avoir le même niveau de vie que leurs parents? Ils voient leurs parents galérer, donc eux-mêmes ont très peur. Voilà. Alors c'est un vote assez intéressant parce que souvent, et il y a quelques années, il pouvait y avoir un vote d'enthousiasme, c'est-à-dire d'espoir, et on allait voter. Et là, on a l'impression quand même que c'est un vote de crainte, quoi. Monique Dagneau, ça vous l'avez étudié, y compris chez les surdiplômés. Absolument. C'est-à-dire chez la jeunesse, il y a d'abord la donne écologique est quand même très importante. L'évolution du capitalisme, un capitalisme très dur, qui d'ailleurs chez les très diplômés les fait travailler fortement. Ils sont pas contents de leurs conditions de vie et de travail, les surdiplômés. Donc, en fait, ils cherchent un débouché radical. Et du coup, effectivement, pour les plus diplômés, Jean-Luc Mélenchon est quand même plus, au contraire, qui est plutôt ouvert, qui est précisément très antiraciste, qui a insisté dans sa dernière campagne beaucoup sur la question écologique. Et disons, les jeunes dont je parlais tout à l'heure, qui sont plus des affiliés, ils votent plutôt Mélenchon, mais surtout Marine Le Pen. C'est quand même Marine Le Pen qui, d'ailleurs, traditionnellement, a su capter, et pas depuis hier matin, le vote protestataire des couches populaires, inquiètes, qui se sentent mises à l'écart dans la société telle qu'elle évolue aujourd'hui. Jean Tibéry, qu'est-ce qui a finalement... Vincent Tibéry, vous êtes maire de Paris. En plus, ça ne s'écrit pas de la même manière. Pas du tout. Qu'est-ce qui a déçu finalement chez Emmanuel Macron par rapport à ces jeunes? Est-ce que c'est les problèmes, l'APL par exemple, le Covid? Qu'est-ce qui a déçu?
Le bilan, effectivement, du quinquennat est compliqué, parce qu'il faut bien se souvenir qu'il y avait une bonne partie de la jeunesse qui votait pour lui en 2017. Quand aujourd'hui, en 2017, il était transgénérationnel. En 2022, on voit que ses meilleurs scores, c'est désormais chez les plus 65 ans. Donc, c'est quand même assez étonnant. Mais derrière, effectivement, on peut penser aux APL, on peut penser au confinement, on peut penser effectivement à Parcoursup, on peut penser à la réforme du bac, on peut penser à l'ensemble des difficultés qu'ont connues cette génération, qu'on appelle parfois génération Covid aussi. La perte des petits jobs étudiants qui permettaient de tenir dans les campus, le fait que la précarité, ou en tout cas qu'il n'y a pas encore eu de revenus jeunes, ça a été évoqué précédemment. Donc effectivement, il manque une politique publique de jeunesse qui permette à l'ensemble des jeunes de pouvoir progresser. Je pense très 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 fort à la comparaison. J'ai un collègue qui s'appelle Tom Chevalier qui a travaillé sur les politiques de jeunesse. Et en gros, il a travaillé notamment chez les jeunes ni en études ni en emploi, ce qu'on appelle les NEET. Et on se rend compte que, par exemple, en Scandinavie, en Suède, au Danemark, on n'a pas tant que ça de crise de la citoyenneté chez les jeunes, notamment parce qu'en fait, on a un dispositif de politique publique qui leur permet de s'émanciper, de faire des choix, de partir travailler, puis de revenir faire des études, d'avoir des espèces de droits de tirage et des filets de sécurité qui leur permettent progressivement de construire leur vie, de passer de l'adolescence à l'âge adulte avec une vraie logique émancipatrice. Ouais. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas aussi un décrochage qui est pas scolaire, mais civique un petit peu aussi dans certains quartiers où donc on ne voit pas en fait ce que peut leur apporter en fait globalement la France, les institutions, le pays, tout ça, ça se perd en fait fondamentalement parce que déjà quand on perd en fait l'éducation qui n'est plus considérée comme un ascenseur, ça pose problème. Sur la morale et la laïcité aujourd'hui. Oui, mais attention parce que quand on regarde les travaux sur notamment le devenir scolaire des enfants d'immigrés, qui réussissent finalement beaucoup mieux qu'on ne le pense. Je pense aux travaux de Mathieu Hichon. Et quand on regarde de près ces quartiers dont on parle très souvent, on se rend compte que c'est pas des déserts civiques. Il y a énormément d'associations, il y a énormément d'entraide, et donc au contraire, c'est peut-être. Comment on explique cette abstention ? Comment on explique en fait cette abstention dans certains de ces lieux, de ces quartiers où ça existe, où ça a été assez fort quand même, hein ? Oui, bien sûr, ça a été assez fort, et dans le même temps, vous avez eu aussi de la mobilisation. Le 9-3 n'était pas absent des urnes, et donc ça nous raconte des choses. Chez les jeunes je suis pas sûr. En partie aussi. Oui, en partie, oui. Monique Dagneau. Les jeunes, ils ont d'autres moyens aussi de s'exprimer, et notamment ils s'expriment énormément dans les réseaux sociaux. Il y a une sorte de mobilisation aussi par des tweets, par des échanges entre eux, des bulles, un peu des bulles communautaires, et c'est aussi là qu'ils trouvent aussi leur capacité d'expression, et donc du coup... Alors, ce que je voudrais dire, c'est que de façon plus générale, les jeunes... c'est difficile d'ailleurs de parler des jeunes, alors sachant qu'il y a, peu comme la population, il y a de multiples populations à l'intérieur. Il y a plusieurs jeunesses, tous les sociologues vous le diront. Mais en fait, il y a aussi quelque chose qui s'est transformé, qui explique un peu l'abstention, c'est que auparavant, le mode de communication, le mode d'information était très large. On regardait plus la télévision et on avait l'idée que quand le vote est aussi lié à une réflexion sur un destin collectif. Aujourd'hui, en fait, quand on vote, et pratiquement tout le monde, et les jeunes encore plus, ils partent d'eux-mêmes. C'est-à-dire, quelle est leur expérience ? Et à partir de leur expérience, en plus, ils échangent sur cette expérience à travers les réseaux sociaux avec des gens qui connaissent et des gens qui ne connaissent pas. Eh bien, cette expérience les amène finalement à avoir une espèce de conscience un peu de leur souffrance ou de leurs difficultés, de leur très grande inquiétude sur l'évolution des sociétés modernes. Et donc, du coup, ça aboutit plutôt à un vote radical, mais cette inquiétude très forte, elle figure aussi dans tous les milieux de jeunes. Mot de conclusion avec vous, Vincent Tibéri, sur ce vote jeune. Est-ce que c'est inquiétant pour la suite ou pas, sur l'abstention ? Je dis la suite plus tard, bien sûr, pas forcément pour le second tour. On peut craindre effectivement qu'ils ne se mobilisent pas, notamment au moment des législatives, à un moment où il pourrait avoir un vrai impact. Ça ne veut pas dire que derrière on est face à une crise du civisme, et on est face à une crise du vote, mais effectivement on est face à des jeunes qui participent, qui se souviennent qu'il y a quelque chose autour d'eux, qui s'intéressent à la société, qui s'intéressent aux enjeux, et ce, dans les différentes jeunesses. C'est pas que la jeunesse des centres-villes, c'est aussi la jeunesse des quartiers, c'est la jeunesse du rural. Donc
les jeunes sont des citoyens. Ouais. Après, pour les faire devenir des électeurs, c'est plus compliqué. Ouais. Merci beaucoup. Merci en tout cas à tous les deux, c'était passionnant, très intéressant. Donc ce focus spécial, évidemment, sur la jeunesse.